Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce septième épisode d'Impact Co 10% pour tout changer. C'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre l'exclusion et l'isolement avec le numérique et nous recevons le fondateur de Simplon et la directrice générale de MEN-NUM. Alors nos invités du jour, c'est Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Simplon et à vos côtés, notre invitée, c'est Caroline Span. Vous co-dirigez MedNum, une coopérative d'intérêt collectif en faveur de l'inclusion numérique. Bonjour Caroline. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric. Alors Frédéric, vous présidez, vous avez cofondé donc Simplon il y a maintenant 7 ans. On le rappelle, c'est une start-up sociale agréée solidaire et notamment labellisée French Tech. Vous proposez des formations gratuites aux métiers techniques du numérique en France et à l'étranger. Ce sont à peu près 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique, on le rappelle. Et aujourd'hui, vous comptez plus de 7000 Simploniens dans le monde, c'est ça? Presque 8000, oui. Presque 8000. Et c'est quoi concrètement, Frédéric, aujourd'hui, enfin actuellement, c'est quoi les profils des Simploniens? Bah, c'est vraiment tout type de profil, hein, donc il n'y a pas de sociotype, donc c'est principalement quand même des gens qui n'ont pas de diplôme à 60%. Il y a 40% de femmes aussi, ça on est très fiers de ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde de la tech. Et après, il y a 10% de réfugiés, 10 personnes en situation de handicap, et puis je dirais 50% de jeunes plutôt issus des quartiers politiques de la ville. Mais tout ça, c'est des catégories qu'on utilise, mais qui disent pas la vérité de ce que sont tous les gens qui sont à Simplon, c'est des talents différents. Et l'âge moyen de ces talents? C'est 30 ans, comme l'équipe de Simplon. Donc voilà, on est une team de trentenaires. Bon, effectivement, il y en a non, je vois très bien pourquoi vous riez. Non, je n'ai pas 30 ans, mais c'est la moyenne. Moi, oui, c'est pas oh, on voit rien du tout. Vous dites, vous comptez 102 fabriques solidaires. C'est quoi concrètement le concept d'une fabrique? Bah, une Comment ça fabrique, c'est une fonctionne? école. Ouais, c'est une école, mais comme on n'est pas dans l'éducation nationale et qu'au centre de formation, on trouve ça pas super et qu'on a envie de fournir au marché des artisans du numérique, on a utilisé ce vocable de fabrique. Donc, c'est en fait des écoles. Voilà, elles sont dans 20 pays et elles sont soit en direct gérées par Simplon, soit on a des partenariats avec des acteurs locaux, ce qui est souvent le cas. Et donc, ça peut être tout, des entrepreneurs sociaux, des AFPA, des missions locales. Voilà, c'est un réseau qui est très divers, ces 102 fabriques. Il y a un pourcentage que je retiens quand j'ai lu le descriptif de Simplon, c'est que vous dites qu'il y a 72% de sorties positives, donc ça veut dire un retour à l'emploi. Normalement, sur quel type d'emploi on retrouve à la sortie d'une formation chez Simplon, généralement? Quelles sont les demandes, les offres? La sortie positive, c'est un concept un peu administratif, mais effectivement, ça recouvre les retours à l'emploi, donc CDD, CDI, aussi les alternances, hein, les contrats de professionnalisation qui sont très utilisés pour continuer à former les gens pendant qu'ils sont en situation de travail. Mais ça comprend aussi les reprises d'études. Donc, il y a pas mal de gens qui sont des décrocheurs à Simplon, mais qui raccrochent avec Simplon et qui se retrouvent à la fac après. Donc, ça, c'est positif, hein, c'est une sortie qui est comptée là-dedans. Et donc, c'est des emplois qui sont en lien avec leur formation. Donc, s'ils ont fait une formation de développeur ou de développeuse, ils sont développeurs ou développeuses dans une start-up, dans une TPE, PME ou dans une banque. Quels sont les différents types de formations que vous proposez d'ailleurs chez Simplon? On a été très à fond sur le métier de la programmation logicielle, web et mobile, parce que c'est le métier le plus en tension du numérique, mais on s'est diversifié depuis 2015 sur les métiers de la data, sur l'IA, sur la cybersécurité, l'administration réseau. En fait, dès qu'on trouve un métier en tension, on y voit une occasion de faire de l'insertion. Donc, en fait, on invente des nouveaux curriculums tout le temps, on suit les besoins des entreprises, et au lieu de leur proposer des hommes blancs, bac+5, diplômés d'école d'ingénieur, on leur dit: «Eh oh, il y a d'autres gens aussi qui peuvent faire le job», et donc voilà, recrutez-les, testez-les, ils sont super. Durant la crise, vous aviez une initiative. Alors, ce qui est génial, c'est que vous êtes également avec Solidarité numérique de MENNUM, mais vous avez notamment lancé l'initiative Gardons le lien, initiée donc par le collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive en France, et vous la mettez en œuvre, notamment par la Simplon Foundation. Donc, vous acheminez vers les hôpitaux, des EHPAD, des structures sanitaires et sociales, des milliers de tablettes numériques, c'est ça, pour assurer la connexion entre les malades atteints du Covid, leurs proches. Oui, c'est ça Quel est à l'enjeu l'origine de. de Gardons le lien?
Bah, à l'origine de toutes les coalitions, il y a une personne souvent qui qui fédère autour d'elle. Donc là, c'est Isabelle Kocher, qui a fédéré le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive avec, plein de grosses boîtes, hein, qui sont bien connues des gens dans l'innovation sociale, puisque c'est souvent nos mécènes et nos partenaires. Et en fait, avec des médecins, ils ont effectivement fédéré tout un écosystème d'entreprises pour, préempter des stocks de matériel et on va dire les acheter et les livrer aux hôpitaux, aux SSR, aux EHPAD, pour lequel c'était un manque cruel de contact avec les familles, puisque les visites étaient interdites et les gens étaient confinés. Donc en fait, la plupart du temps, il n'y avait aucun contact avec les familles, et même dans certains cas, il y a des gens qui sont décédés sans avoir pu dire au revoir à leur famille. Et même sans décéder, hein, les gens qui sont en zone Covid, en fait, ils sont complètement coupés du monde, et on sait que dans les EHPAD, sur les personnes âgées, ça peut être très délétère pour leur état. Donc voilà, on a monté une grande coalition vraiment typique de ce que Christophe Itier et le French Impact aiment bien, donc une vraie Justice League, comme moi je les appelle. Et donc il y a des gens qui ont fourni du matériel, d'autres qui ont fourni de l'argent. Et puis on a livré plus de 20 000 tablettes à 1000 établissements, principalement en Île-de-France et en Grand Est, hein. On était vraiment sur les zones de crise. Donc 612 EHPAD, 173 structures, des associations, des foyers d'accueil, etc. Je sais que vous avez partagé pas mal de témoignages sur vos réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous raconter voilà, l'impact que ça a eu? Ouais, c'est vraiment un impact multifactoriel, hein, donc les régions, tous les gens qui sont à la manœuvre, sur le terrain, donc étaient vraiment en demande de ça, hein. On n'a pas été proactifs, on n'a pas demandé aux gens s'ils avaient envie de tablettes, c'est eux qui nous contactent, hein, tous les jours. Et donc après, les soignants sont vraiment, ravis de maintenir le lien avec les familles, les patients et les résidents aussi, hein. C'est vrai que, bah, on a généré des sourires, des belles histoires, des pleurs aussi. Et c'est vrai que sur l'état général des patients, ça joue beaucoup, le contact avec les proches. Et donc même les familles, on a reçu des mots de soutien de la part des soignants et des familles et des résidents, qui étaient vraiment assez touchants, effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont en province, il y a des gens qui ne pouvaient pas visiter leurs proches, et puis les visites étaient vraiment interdites. Et ce matériel-là, ce qui était sympa aussi, c'est qu'on ne pouvait pas donner des tablettes sans donner le mode d'emploi avec les tablettes, et c'est là où on a fait le lien avec Caroline et Mednum, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de gens qui sont en difficulté avec le numérique, donc il ne s'agissait pas de donner des tablettes dans des établissements sans que les gens puissent s'en servir. Puis il y avait aussi des questions d'hygiène, parce que faire tourner une tablette de main en main en plein épisode C'est Covid. ça. Donc, Comment on fait alors? On le désinfecte tout le temps? Non, c'est vrai, concrètement, comment ça se passe ça, ouais, il quand y on a fait des un échange de protocoles. On est passé par des gens spécialisés, hein, qui sont les équipes médicales d'hygiène qui existent dans tous les établissements, qui nous ont donné des bonnes pratiques. Et effectivement, c'est désinfecté avant et après. Et c'est même mis dans des sacs. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un protocole très rigoureux. C'est normal, c'est une maladie vraiment très, très contagieuse. Et vous êtes également présent sur Hello Asso, c'est ça? Vous demandez quoi exactement aux entreprises? Un appel aux dons, de matériel, des dons financiers aussi? Oui, il y a eu une grande mobilisation. Donc effectivement, on a besoin de matériel. Donc il y a des boîtes qui ont donné carrément des tablettes et C'est le des moment, ordinateurs. Frédéric. Oui, c'est gentil. Mais c'est vrai que c'était pas évident parce que tout le monde est passé en télétravail, mais il y a quand même des entreprises, hein, comme AXA ou ADP qui ont donné du matos alors qu'elles en avaient pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un appel qu'on fait aux entreprises de donner du matériel reconditionné. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu, grâce à l'écosystème Microsoft, la possibilité de préempter des stocks de matériel qui étaient très rares, hein, parce que tout le monde a acheté des tablettes et des ordinateurs pendant le confinement. Et en fait, les constructeurs et les distributeurs nous les ont cédés à prix solidaire. Ils ont abandonné leur marge. Et donc, on a besoin de dons financiers pour les acheter et pour les livrer, même si pour la livraison, souvent, c'est fait de manière gracieuse par La Poste, par Colissimo et par tous ces acteurs. Donc, c'est vrai que il y a des gens qui nous ont offert de la visibilité, il y a des gens qui ont fait du mécénat de compétences, et c'est une opération qui est malheureusement loin d'être finie, parce que les visites ne sont pas rétablies. Et puis, bon, sans parler de deuxième vague, parce que je ne suis pas médecin, je pense qu'on va vivre durablement avec le Covid. Vous avez également proposé une nouvelle offre qui s'appelle le Restart Project, c'est ça, pour les entreprises pour former leurs employés? Mmh. Bah, Caroline en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que la fracture numérique, elle existe chez les demandeurs d'emploi, les réfugiés, les personnes fragiles, mais elle existe chez les salariés aussi. Et quand on passe tout le monde en télétravail, pour les gens qui avaient la chance, hein, de pouvoir passer en télétravail, hein, donc je ne parle pas des soignants, des gens qui nous ont, permis de vivre, d'acheter Bien sûr. notre nourriture, et cetera. Mais donc le télétravail a créé de l'exclusion numérique aussi, et c'est vrai que comme nous, on est dans la formation, de gens qui sont éloignés du numérique, on a proposé aussi aux entreprises de ne pas laisser au bord du chemin une partie de leurs salariés qui ne sont pas à l'aise avec
avec les outils, parce que là, nous, on fait des outils, là, on fait de la visio, c'est hyper geek et tout, voilà, et c'est déjà pas toujours facile. Mais imaginez pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec des outils, déjà souvent, il y a plein de gens non connectés, des gens mal connectés, et puis aussi qui n'ont pas les compétences. Donc, il faut accompagner ça, d'où cette offre un peu Restart qui touche les salariés, pas qui sont un petit peu en difficulté avec le numérique, mais vraiment les salariés fracturés du numérique, illettrés du numérique. Quel type d'entreprise fait appel justement à cette offre? Bah, il y a principalement les grands groupes, hein, qui sont, effectivement, suffisamment «riches» entre guillemets, pour pouvoir s'occuper de la totalité de leurs salariés, et puis les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui ont aussi parfois, bah, des travailleurs sociaux et des gens qui sont en difficulté avec le numérique, et là, pour le coup, le télétravail et le confinement a créé des exclusions, assez fortes, hein. C'est vrai pour l'État quand on travaille sur les formulaires, d'accès aux droits ou des impôts ou de la CAF, mais c'est vrai aussi, quand un processus RH est dématérialisé, il y a une partie des salariés qui n'ont pas forcément, la littératie ou le matériel pour y accéder, et c'est là qu'on intervient. Donc c'est vraiment tout type d'entreprise, les grosses et les petites, On se c'est rend rare compte pour les qu'avec petits. cette crise a amplifié justement cette fracture numérique, on est d'accord, mais même au sein des grandes entreprises. Est-ce que vous avez des noms d'entreprises avec lesquelles vous travaillez et c'est quel type de formation qu'on vous demande? Bah, nous, on nous demande des formations qu'on appelle chez nous les compétences numériques fondamentales. Donc ça, c'est vraiment, les compétences de base pour être à l'aise dans un monde numérique, et c'est celles-là qui sont mobilisées, quand il y a des processus dématérialisés, et encore plus quand il y a du télétravail. Donc on a travaillé par exemple avec Suez, hein, sur, leur population des reapers. Donc les reapers, c'est les gens qui sont derrière les camions poubelles, et quand, Suez a passé ses processus RH de dépôt d'arrêt de travail et de congé en dématérialisé, bah, il y a une partie des salariés qui étaient complètement eux-mêmes dématérialisés, et qui n'avaient pas accès. Donc il a fallu, former, des gens, qui parfois prenaient la souris et la mettaient sur l'écran, hein. Donc ça, c'est pas une caricature. Donc c'est, effectivement pas possible de laisser des salariés au bord du chemin. Donc voilà, j'ai fait l'exemple de Suez, mais il y a aussi beaucoup de collectivités locales, qui font de la reconversion de leurs agents, et on part de gens qui sont pas forcément geeks, mais, ils sont obligés de faire des opérations de base, notamment d'accueil public, voire de médiation numérique. Et concrètement, cette crise au sein de votre organisation, de votre type de management, ça a changé quoi chez Simplon? Vous êtes tous en télétravail actuellement? Pas de retour, On est au tous bureau? Non, on est tous en télétravail, et après on a près de 2 500 apprenants qui sont passés de formations face à face avec des vrais profs, des tables, des chaises dans des vraies salles, à, des formations à distance. Donc ça n'a pas été facile, hein. On a d'ailleurs fait pas mal appel, à des dispositifs, de la Mednum, des Maüs Connect, pour pouvoir connecter les gens qui étaient, pas connectés à leur domicile, hein, parce que, tout le monde n'est pas connecté, hein. Il y a plusieurs milliards de personnes sur cette planète, et aussi en France. Donc il a fallu les connecter pour les raccrocher. Et après, nos formateurs et nos formatrices ont fait un travail formidable de switcher quelque chose qui se fait en présentiel à distance. Et on pourrait se dire, bah, si c'est à distance, ça prend moins de temps, c'est moins cher, etc. Mais en fait, c'est le contraire. Plus vous êtes à distance, plus c'est difficile de maintenir un collectif d'apprenants. Donc voilà, ça va être une grosse révolution qui laissera des traces chez nous, aussi parce qu'on ne fera plus jamais notre métier de la même façon, comme beaucoup de gens. On espère que le monde d'après, il ne sera pas comme le monde d'avant. C'est vrai aussi pour nous. No business as usual, on n'en veut plus. Notamment ici dans Impact Co et voilà, et dans tout, à mon avis, là, cette coalition de 10%. Merci beaucoup Frédéric. Caroline Span, je le rappelle, vous êtes co-directrice de Mednub depuis 5 mois. Vous venez d'arriver et en mois de janvier, c'est ça? Tout à fait, c'est tout récent. On le rappelle, hein, c'est une coopérative d'intérêt collectif en faveur donc forcément de l'inclusion numérique. Elle a été fondée il y a 3 ans. Votre objectif, c'est de rassembler les acteurs de la médiation du numérique en France. On voit que vous travaillez notamment avec Simplon et vous accompagnez les transitions numériques des territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est composée votre coalition d'acteurs? On y retrouve qui? Oui, tout à fait. Eh ben, on y retrouve alors certains de nos bénéficiaires, notamment aussi des collectivités territoriales. L'État a investi dans la MENU, mais c'est la première fois en fait que l'État est sociétaire d'une coopérative d'intérêt collectif. Donc ça, on en est assez fiers. Il l'est aussi depuis dans une autre société qui s'appelle Aptic et avec qui on travaille beaucoup parce qu'Aptic est aussi en charge du pass numérique, voilà, qui est une sorte un peu comme un ticket restaurant dans lequel vous pouvez aller, enfin, vous l'obtenez et vous pouvez aller vous former dans un lieu de médiation numérique. Voilà. Donc on a des acteurs extrêmement divers et on a un maillage territorial qui est assez fort. Donc on y retrouve qui dans les acteurs? Donc les entreprises, vous travaillez également avec des tiers-lieux, c'est ça? Des think tanks? Exactement, tout à fait. On a vraiment une coalition d'acteurs extrêmement diverses. Donc les entreprises, les collectivités territoriales, l'État,
Donc, les bénéficiaires aussi, donc les personnes qu'on adresse. Et puis, voilà, comme on le citait tout à l'heure, Simplon est un acteur de la MENNUM. Enfin, voilà, c'est extrêmement divers. L'essentiel, c'est vraiment de regrouper tous les acteurs qui ont un intérêt à l'accompagnement au numérique des citoyens. Et quels sont les profils chez vous, justement, de toutes ces personnes qui se font accompagner? Alors ça, c'est justement les profils des personnes qui ont un besoin en accompagnement numérique et également aussi divers. Ça, on s'en est aperçu et l'initiative Solidarité numérique le prouve à nouveau. C'est qu'on a évidemment des personnes âgées auxquelles on pense parce qu'ils n'ont pas grandi. Enfin, la révolution numérique est arrivée au cours de leur vie, mais également des jeunes. Voilà, ils peuvent avoir un usage assez développé des réseaux sociaux et pourtant avoir des compétences numériques qui pourraient leur manquer, notamment quand ils cherchent un emploi, typiquement. Enfin, rechercher un emploi sur Internet, c'est pas à la portée de tous. On a également des salariés, Frédéric le mentionnait tout à l'heure. Ça aussi, il y a un peu une fracture. Les entreprises digitalisent leur process interne, mais également leur process externe, donc vis-à-vis de leurs clients. Aujourd'hui, toutes les factures se trouvent sur leur espace personnel, et ça, c'est pas forcément, encore une fois, à la portée de tous, de pouvoir s'y connecter, de trouver sa facture, de potentiellement la télécharger sur son ordinateur. Donc voilà, on a à la fois des personnes âgées, des personnes aussi en situation de précarité, parce que la fracture numérique est également un peu un corollaire des fractures sociales et territoriales, des personnes qui peuvent se trouver également en zone rurale. Donc on se rend compte qu'en fait, les usages et les maîtrises du numérique sont vraiment très divers et très pluriels. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, justement, Frédéric Bardot l'a introduit un peu plus tôt, de solidarité numérique pour aider les personnes justement éloignées du numérique durant le confinement. Comment se passe cet accompagnement concrètement? Ça dure combien de temps? Expliquez-nous. Quels sont les profils aussi des accompagnants, des accompagnateurs? Oui, tout à fait. Alors en fait, Solidarité numérique est né vraiment donc le premier jour du confinement. On s'est dit que, enfin voilà, il y a 13 millions de personnes en France qui sont éloignées du numérique. On ne pouvait pas les laisser seuls, voilà, et exclus et coupés du monde. Donc on a eu un peu un triple constat, c'est que l'exclusion numérique allait s'aggraver, que les opérateurs et les lieux allaient donc fermer du fait de la crise sanitaire, mais que les personnes qui travaillent dans ces lieux allaient être disponibles. Et ces personnes, ce sont des médiateurs numériques. Et donc, on a eu l'idée de lancer deux solutions. Donc, un site Internet pour les personnes qui ont des difficultés, mais qui quand même peuvent apprendre seules, qui savent au moins aller sur un navigateur et chercher des informations. Et un centre d'appel. Donc, sur ce centre d'appel, ce sont des médiateurs numériques qui répondent aux besoins des citoyens. On adresse 8 grandes demandes, c'est-à-dire les démarches administratives, comment aussi communiquer avec ses proches ou avec ses collègues. Donc là, très simplement, c'est comment télécharger des logiciels de visioconférence. Donc voilà, on pourrait en citer quelques-uns, mais voilà, les Skype, Zoom, Jitsi, que tout le monde a bien utilisé ces derniers temps. Et aussi comment faire ses courses en ligne, comment téléconsulter un médecin. Ça, c'était un peu essentiel en cette période. Et donc voilà, c'est vous appelez, vous avez une demande et un médiateur numérique vous répond et vous accompagne dans la résolution de votre démarche. Vous avez combien de médiateurs justement sur cette plateforme depuis le mois de mars? Et puis surtout, vous avez combien eu de demandes? Alors, on a eu une mobilisation assez extraordinaire des médiateurs numériques. Il y en a eu plus de 2200 qui se sont inscrits. Médiateurs numériques et travailleurs sociaux, c'est aussi important parce que les travailleurs sociaux sont des professionnels de l'accompagnement et peuvent être effectivement sollicités pour aider des personnes dans leur démarche en ligne. Et donc voilà, 2000 personnes qui se sont impliquées, donc qui répondent au téléphone et qui nous ont aussi aidés à créer des tutoriels pour les médiateurs qui répondraient au téléphone. Parce que aussi compétents qu'ils peuvent être, ils ne peuvent pas être experts de tout. Et aujourd'hui, vous avez reçu plus de 12 000 appels, c'est ça? Oui, même aujourd'hui, on devrait franchir la barre des 13 000 appels.
Alors, on a Très toujours bien. un Est-ce que niveau vous pouvez nous d'appel expliquer votre très important. rôle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle avec Gardons le lien? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Frédéric, quand il a vu que Solidarité numérique était lancé, a tout de suite fait le lien, parce que donc recevoir une tablette, c'est bien, savoir s'en servir, c'est encore mieux. Et donc là, on C'est a mieux? créé un numéro de téléphone spécifique qui a été donc transmis sur les tablettes qui ont été livrées par les équipes de Simplon. Et donc, nous, on pouvait répondre aux demandes des personnels soignants ou des personnes en EHPAD ou dans les hôpitaux qui recevraient ces tablettes et pour les aider justement à la brancher, à la démarrer et puis après pouvoir naviguer dessus. Et là, concrètement, vous êtes en télétravail, Caroline Span. Alors, Ça va se plus passer comment maintenant. chez vous là? Non, plus maintenant? Ça y est, je suis retournée au travail. On est au Liberté Living Lab et pour l'instant, donc c'est un espace de coworking. On n'est pas très très nombreux encore, donc on a pu y retourner en respectant les Il y a conditions quelque chose qui sanitaires, va évidemment. changer dans votre type de management, justement, avec cette crise chez Bennum. Il y a des choses, des mises en place, des directives qui vont être changées. Oui, tout à fait. Effectivement, le télétravail quand même a bouleversé notre mode de fonctionnement. Et en même temps, ça a été assez puissant parce qu'on a quand même lancé Solidarité numérique en étant en télétravail. On a quand même mobilisé une quarantaine de personnes avec qui que j'ai jamais rencontré aussi à titre personnel. Donc avec qui on a vraiment échangé par téléphone, par visio pendant 2 mois. Et ça a été fort, comme quoi on peut lancer des projets comme ça, complètement à distance, et arriver à embarquer et à mobiliser de façon assez intense en quelques semaines. Vous êtes rendu compte, tout comme avec Frédéric Bardot et Simplon, vous êtes quand même les acteurs en première loge de cette crise et vous êtes là aussi pour cimenter toutes ces personnes qui, en période notamment de crise où on doit télétravailler, enfin, vous êtes vraiment des témoins importants de cette crise. Vous le sentez, vous le ressentez au niveau des demandes, l'affluence d'entreprises ou de collectivités territoriales qui font appel à vous, justement. C'est quoi votre ressenti, Ouais, Frédéric Bardot? ouais, si je peux me permettre, ou sinon Caroline, vas-y, mais c'est vrai que Caroline après, ouais. le numérique qu'on défend, c'est un numérique qui a vraiment un autre visage. C'est-à-dire que le numérique, c'est une partie de la solution pour plein de choses, mais c'est aussi une partie du problème. Il y a des exclusions qui sont liées au numérique, donc on nous le Ouais. présente souvent comme un outil pour changer le monde, mais c'est aussi un outil voilà, qu'il faut démocratiser et auquel tout le monde n'a pas accès. Donc ça, c'est vrai qu'on présente un peu avec ces opérations-là un visage un peu plus nuancé que le numérique qui change le monde, un peu comme les startups de la Silicon Valley nous l'amènent. Le numérique, ça change pas Mais que toujours le vous monde, ça utilisez, change. au final, c'est vrai qu'on utilise aussi leur plateforme pour faire des zooms, etc. Donc il y a, voilà, On tout n'est n'est pas schizophrène. pas, on peut, voilà, ouais. Caroline? Oui, je rejoins Frédéric, effectivement. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait quand même une forte adaptation et adaptabilité des citoyens dans cette période. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais fait de visioconférence, même une conf call, c'était complètement étonnant pour eux. Et là, en quelques semaines, tout le monde s'est mis dedans. Donc, on peut dire qu'il y a une montée en compétences numériques assez forte d'une partie de la population et puis une partie qui s'est quand même retrouvée très très isolée, très exclue. Et aujourd'hui, on a vraiment, je pense, une fracture qui est encore plus visible. Et je pense que le grand public en a vraiment pris conscience. On compte sur vous, hein, on compte sur vous, les amis de l'inclusion numérique pour aider tout ça, tout ce tissu économique qui a vraiment besoin de vous. Et dernière question, de manière plus intime, plus personnelle. On va commencer par Caroline. Qu'est-ce que ça a changé chez vous dans votre manière de consommer, peut-être de vous déplacer, cette crise? Alors j'ai arrêté de consommer et de me déplacer, tout simplement. Non, en fait, Déjà. effectivement, là, il y a une autre vision. Alors nous, on est aussi assez sensibilisés à toutes ces thématiques. Là, on parle beaucoup du monde d'après. Le fait d'être déjà une coopérative d'intérêt collectif, on est déjà en fait un peu dans ce monde d'après. On aimerait que ça soit un statut qui soit encore plus adopté par
des nouvelles entreprises qui vont se créer parce que c'est un statut justement qui permet vraiment la collaboration, une gouvernance partagée et on n'est pas dans une vision capitalistique qui viendrait voilà, complètement bouleverser les rapports humains après au sein même d'une société. Donc ça pour nous c'est assez important et on espère voilà que c'est un statut la SIC que ce soit un statut qui soit encore plus adopté par la suite. Frédéric Bardot, même question. Bah, nous, on est un peu des privilégiés, des activistes, donc c'est vrai que la façon de consommer, la façon de vivre, elle a pas, je dirais pas qu'elle a pas changé, mais je veux dire, elle a pas radicalement changé par rapport à d'autres personnes. En revanche, moi, les deux acquis de cette période-là, c'est un que parfois on est présenté, nous acteurs de l'OSS, comme des héros, comme des stars, et en fait il n'en est rien. On a vu que les héros là, c'était moi j'en ai une à la maison, elle est médecin, elle est à la guerre depuis 3 mois, et pour le coup voilà, moi je me suis complètement effacé pour faciliter la vie de ma femme parce que c'est elle le héros en ce moment, et nous on a fait ce qu'on a pu avec Caroline, mais voilà, ça remet un peu les priorités. Et l'autre chose qui est un peu liée à ça, c'est que moi j'ai découvert le fait d'être instituteur, homme de ménage et aussi voilà et aussi faiseur de courses, etc. Donc j'ai découvert la charge mentale de mon épouse et j'avoue que ce sera plus jamais pareil. Ouais. Et ça va changer radicalement ma vie. Chez beaucoup d'hommes, je pense aussi. Mais il faut que ça dure là aussi. Eh bien, merci. Ouais. Bah, merci beaucoup, Frédéric Bardot, Caroline Span. C'était très agréable et merci beaucoup pour vos propos et puis pour ce que vous faites. Moi, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 27 mai à 17h. Et vous pouvez également, bien évidemment, retrouver toutes les initiatives solidaires des membres de la coalition 10% sur le site de French Impact, rubrique Entraide. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup encore à vous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.